cher Jean-Michel Jarre, votre portrait par Damien Cabrespine. La seule fonction d'un artiste est la communication avec les autres. Tout créateur qui dit le contraire est un hypocrite. C'est un pionnier, un compositeur de génie, une référence en matière de musique électronique. C'est quand même un monument, quoi. Ce mec-là, c'est un peu une légende vivante, quoi. Jean-Michel Jarre fête cette année ses 50 ans de carrière. L'air de rien. Tu peux mettre un peu plus d'aigu, s'il te plaît? Il s'est mis sur pause. Il a décidé de pas courir à la même vitesse que le temps. Avec sa harpe laser, son synthétiseur en demi-lune ou ses machines alambiquées, il a surpris, il a parfois désarçonné. On est en 1980, j'utilise ces outils-là. Si j'avais vécu au siècle dernier, j'aurais utilisé un orchestre symphonique. À son palmarès, plus de 80 millions de disques vendus à travers le monde, des concerts spectaculaires à Shanghai, à Houston, à Paris, au Caire ou au Mont-Saint-Michel. Mais Jean-Michel Jarre, c'est aussi un tube qui a marqué à tout jamais l'histoire de la musique. Un peu de répit, une bouffée de musique, une musique électronique. Oxygène, c'est le titre de cet album. Millions d'albums vendus plus tard, il a révolutionné la scénographie des concerts en plein air. C'est aussi au rôle du musicien peut-être de sortir de son ghetto de musicien pour essayer de s'ouvrir aussi un petit peu plus à l'audiovisuel. Il est l'un des plus jeunes compositeurs à avoir été joué à l'Opéra de Paris. La musique doit s'adresser au plus grand nombre. Il a par ailleurs écrit des titres pour Françoise Hardy ou Christophe. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Pour Gérard Lenormand ou encore plus surprenant, Patrick Juvet. Officier de la Légion d'honneur, Jean-Michel Jarre s'est engagé tout au long de sa carrière. Quand on voit ce qui se passe en Algérie, en Bosnie, encore aujourd'hui, au Rwanda, en Tchétchénie, on s'aperçoit à quel point il est urgent de se mobiliser pour faire descendre la tolérance dans la rue. Militant depuis de nombreuses années sur les questions écologiques, il lutte à sa manière en sensibilisant le grand public à travers des concerts spectaculaires ou comme ici lors d'un happening organisé au sein de l'UNESCO devant les chefs d'État du monde entier. Il est à la fois un peintre des villes, il est à la fois un musicien des mondes, il est à la fois un décorateur de l'écologie, il est à la fois un inspirateur de la jeunesse. En 5 décennies, Jean-Michel Jarre a démocratisé la musique électro. C'est des trucs qu'on écrit qui vous collent à la peau après. Il a ouvert des portes, il a inspiré des reprises insolites. Mais aujourd'hui, il souhaite nous faire réfléchir sur les nouvelles technologies et notamment les conséquences de l'intelligence artificielle sur notre humanité. Son album Equinox Infinity apparaît comme la suite logique de son album Equinox, paru il y a tout pile 40 ans. Alors effectivement, des tubes, on les a retenus, ça a jalonné votre vie. Vous naissez, Jean-Michel Jarre, dans une famille de musiciens. Alors on connaît bien sûr votre père, grand compositeur de musique de film, Maurice Jarre, mais il y a aussi un grand-père qui invente un tourne-disque baladeur, en tout cas qui aime bien les technologies. Est-ce que c'est ça qui vous nourrit et qui vous amène à la musique vous-même ? Oui, en fait, comme mes parents ont divorcé quand j'avais 5 ans, mon père est parti aux États-Unis très vite. Finalement, la figure paternelle, c'est mon grand-père. Mon grand-père était un homme assez extraordinaire qui était à la fois musicien, joueur de hautbois et en même temps ingénieur des mines et qui était inventeur. Ma grand-mère était son souffre-douleur. Il inventait toutes sortes de choses pour sa cuisine. Et indépendamment de ça, plus sérieusement, il a mis au point une des premières consoles de mixage pour la radio avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, après la guerre, il a été l'inventeur le TEPAS, le tourne-disque avec batterie portable, l'ancêtre de l'iPod, et où on allait pique-niquer en écoutant les 45 tours d'Edith Piaf. Alors, il y a cette technologie, mais vous apprenez bien sûr la musique classique, le piano, puis la guitare, mais vous êtes nourri aussi au jazz, et ça, c'est plutôt votre mère qui vous emmène. Est-ce que vous avez été à ce moment-là tenté de poursuivre au fond, dans la musique classique
Oui, enfin, j'ai été effectivement... C'est votre formation, en tout cas. J'ai étudié, oui, l'harmonie contrepoint chez Janine Rueff, au conservatoire. Et puis, j'ai joué dans pas mal de groupes de rock. Et puis, il y avait toujours cette histoire de mon grand-père qui m'avait offert, quand j'avais 8-9 ans, un petit magnétophone allemand, Grundig, comme ça. Et j'enregistrais, je me souviens, les sons de la rue. J'avais aucune idée de ce que je faisais. C'était plutôt pour m'amuser qu'autre chose. Et un jour, j'ai passé la bande à l'envers. J'ai eu l'impression que c'était des aliens qui me parlaient. Et ça m'a donné envie, justement, de transformer les sons que je faisais dans les groupes de rock, avec le son de ma guitare, etc. J'avais toujours cette obsession d'essayer de créer un pont entre l'expérimentation et l'avant-garde et la pop, au fond, et la mélodie. J'ai toujours considéré que la mélodie est la chose la plus importante en musique, et ça n'a pas toujours été considéré de cette manière. Je me souviens qu'à l'époque du GRM, des gens comme Xenakis venaient faire des masterclass en nous disant faites attention, tout ce qui procède de l'émotion en musique est suspect. Donc j'étais évidemment... c'est ce qu'on dit Pierre-Henry, etc. C'est aussi effectivement des musiques expérimentales qui ne procurent pas forcément immédiatement une émotion. Voilà, alors Pierre-Henry, lui, a toujours eu une approche beaucoup plus organique, très proche d'ailleurs, je me suis toujours senti très proche de lui, cette approche de cuisinier, au fond. On a cette idée préconçue que la musique électronique est une musique qui est froide ou robotique, alors qu'en fait, elle a un côté très tactile et sensuel. Et c'est ce qu'on voit bien sûr dans le succès d'Oxygène, on en parlait, vous n'avez pas 30 ans, c'était un énorme succès, et là on entend évidemment une mélodie. Qu'est-ce qui au fond explique cette espèce d'engouement Je pense que il y a plusieurs facteurs. Effectivement, le fait que c'est un album qui est très mélodique, qui a un côté aussi assez dark, assez mélancolique. Enfin, il y a le côté joyeux et mélancolique qui est toujours quelque chose qui m'intéresse dans la création et dans le fait de faire de la musique. Et puis probablement aussi le fait que cette musique est à la fois liée à l'environnement. On aura l'occasion de on va en parler puisqu'on le retrouve dans l'album. Oxygène, effectivement, c'est effectivement la pochette avec la terre, avec le crâne à l'intérieur, etc. Et puis en même temps, c'est aussi lié à cette idée de l'espace, cette idée de la science-fiction, cette époque où, au fond, on avait un appétit du futur et une vision romanesque, sinon romantique, du futur. Oh, bien sûr. Où on se disait, après l'an 2000, le système social... On va en parler, bien sûr, avec le film de Spielberg. Il y a ces grands concerts, on va bien sûr venir à cet album, mais tout de même, votre carrière, elle est marquée par cette présence ou dans les capitales ou dans les espaces immenses, les stades, lors de commémorations, et on l'entendait dans votre portrait, vous voulez au fond rendre cette musique populaire, c'est ça qui vous plaît, de communier avec... Je pense que c'est pas que je veuille, moi, rendre cette musique populaire, je pense qu'on fait d'abord la musique pour soi, parce que c'est une thérapie, n'importe quel processus de création. Et puis quand on rencontre le public, c'est formidable. Moi, c'était pour une autre raison. C'était l'idée au fond que j'avais envie de jouer cette musique sur scène et que ces instruments, au départ, ne sont pas vraiment faits pour ça. Donc, très naturellement, je me suis plutôt penché vers l'idée de comment arriver justement à faire que cette musique puisse être pas seulement un concert, mais être au sein d'un spectacle. Et c'est au fond ça qui m'a... Avec l'image, avec la pyrotechnie, avec bien sûr. Exactement. Qu'est-ce que dans ce nouvel album, Equinox Infinity, quelle nouvelle technologie avez-vous utilisée ? En fait, je suis parti, alors, pas seulement d'une technologie, mais d'une idée que je n'avais jamais explorée au départ. Je suis parti du visuel de ce premier Equinox, qui pour moi est une des pochettes iconiques de l'ère du vinyle, faite par ce grand peintre, artiste qui est Michel Granger. Et je me suis demandé, ces créatures-là qui nous observent avec des jumelles, je me suis dit, finalement, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Et j'ai composé cet album un peu comme une bande-son de ce scénario, avec le fait de se dire, au fond, moi, je pense qu'on pourra survivre seulement à partir du moment où on va évoluer en bonne intelligence avec à la fois l'environnement et les nouvelles technologies, et que, au fond, on est en face de deux futurs, un futur plus apaisé et plus bleu et vert, je dirais, et puis un futur plus sombre et plus apocalyptique. Ouais. Et donc, du coup, j'ai eu l'idée de sortir cet album avec deux pochettes différentes qui symbolisent les deux avenirs en point d'interrogation. Vous estimez que vous avez un rôle, au fond, aussi, de militant ou de défenseur d'une cause ? Alors, je pense d'abord qu'il faut, aujourd'hui, plus que jamais, il faut être optimiste par subversion. Oui. Et je dirais que... C'est pas tellement l'ambiance oui, mais justement, générale. Je pense que génération après génération, on a toujours tendance à se dire que hier, c'était mieux, demain, ça sera pire. Et en fait...
probablement parce qu'on a une vision pessimiste du futur, parce qu'on sait qu'à plus ou moins brève échéance, on n'en fera pas partie. Mais quand on regarde en arrière, les futurs successifs de nos ancêtres sont plutôt mieux passés qu'avant. Donc c'est pour ça qu'on est d'ailleurs aujourd'hui sur ce plateau. Donc je ne pense pas que ça soit... et je pense que justement l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies, à mon avis, vont pouvoir nous aider à résoudre un certain nombre de problèmes et à mieux comprendre les problèmes climatiques. Et c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui a toujours été le fait de faire des musiques, de faire des concerts en extérieur, à ciel ouvert. C'est une manière aussi de se réconcilier avec l'environnement, le temps d'un concert ou le temps d'un moment.